Donc l'intervention suivante, la voilà, Michel Catlino. Donc Michel Catlino qui est directeur de recherche au CNRS, directeur de recherche classe exceptionnelle, s'il vous plaît, laboratoire géoressources, géologue géochimiste et responsable de l'équipe ressources minérales. Il travaille principalement sur les gisements minéraux et les interactions fluides-roches depuis maintenant plus de 40 ans. Il m'a même dit 43 ans exactement. 29 thèses dirigées, 200 publications, directeur scientifique du LabEx Ressources 21 pendant les 9 premières années, et puis il continue à s'impliquer fortement dans ce LabEx. Il s'intéresse maintenant depuis plusieurs années à la vision intégrée du cycle des métaux, depuis la ressource primaire jusqu'au recyclage. Et donc, il va nous parler aujourd'hui, justement, des métaux des batteries et plus spécifiquement du lithium. Michel, je vous passe la parole. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, il est peut-être pas en... Voilà, très bien. Très bien, merci beaucoup Hervé pour cette présentation. Je vais donc parler de la disponibilité géologique et des risques ESG associés aux éléments essentiels pour les batteries, avec un focus sur le lithium, parce que le temps imparti ne permet pas d'aborder tous les métaux. Bon, tout le monde sait que la conversion, en tout cas du parc voitures conventionnelles vers des voitures électriques, va être un des principales demandes en métaux nouvelles sur le marché donc, dans les années à venir. Une augmentation donc, significative des masses en métaux nécessaires. On sait que le recyclage est insuffisant, même s'il est parfait et s'il est réalisé comme ce qui vient d'être démontré. Euh, on aura besoin des ressources primaires de toute façon parce qu'on est là sur une nouvelle consommation. La demande annuelle en milliers de tonnes, ici on devrait passer de 100 000 tonnes à 900 000 tonnes de lithium à l'horizon 2030, et avec des multiplications bon, qui sont un peu inférieures sur le cobalt, par un facteur 3, notamment sur le cobalt, ou un facteur 1,4 sur le nickel, donc ça c'est en milliers de tonnes. Si on regarde sur une normalisation par rapport à 2020, suivant évidemment les différents scénarios qui ont été imaginés avec une amélioration minimale ou alors véritablement aller vers le respect des accords de Paris et avoir une conversion quasi totale du parc automobile, évidemment, on n'a pas du tout les mêmes demandes et il est assez difficile de prévoir ce que seront, je dirais, les cinétiques de conversion. Donc avec des facteurs, donc là on voit dans le cas favorable qui peuvent atteindre 40 fois la production actuelle du lithium, 25 fois pour le graphite, 21 fois pour le cobalt, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce qui est des ressources primaires, on a deux grandes catégories de métaux. Il y a les éléments de transition qui sont produits en grande quantité, 21 millions de tonnes de cuivre, 2,6 milliards de fer. Pour ce qui est des éléments qui nous concernent pour la voiture électrique, c'est-à-dire les terres rares pour les éléments permanents des moteurs, le lithium pour les batteries, cobalt-nickel, suivant les choix de technologie des batteries, on est actuellement, en tout cas sur la production globale, sachant qu'il y a d'autres utilisateurs, de l'ordre de 100 000, 200 000 tonnes par an. Donc c'est des masses qui sont bien inférieures à celles des métaux de base. Cela étant, suivant la répartition mondiale, suivant les situations de monopole, on ne va pas du tout avoir les mêmes risques en termes de disponibilité. Le lithium est relativement réparti au niveau mondial, ce qui n'est pas du tout le cas du cobalt pour les plus grandes concentrations, et ça a toutes sortes de conséquences. Actuellement, pour tous ces éléments qui sont liés aux batteries, on est dominé en général par un pays,
mis à part le nickel qui est un peu mieux réparti. On connaît tous donc le cobalt qui est produit à plus de 60-70% par le Congo, le graphite naturel qui est produit par la Chine. Actuellement, donc il y a une situation, on en reviendra dessus, l'Australie est un des gros producteurs de lithium, mais ce n'est pas lui qui a les plus grandes réserves. Et enfin, donc, pour ce qui est des éléments permanents, bon, on sait que la Chine est le producteur principal et surtout possède l'essentiel de la chaîne de valeur. Alors ça a amené à énormément d'activités, je dirais depuis 4-5 ans. La plupart des constructeurs automobiles ont cherché à stabiliser à la fois l'achat du produit fini, c'est-à-dire les batteries, mais également de stabiliser les ressources primaires auprès des producteurs. Il y a eu des échecs retentissants, par exemple BMW qui, dans ses négociations, par exemple avec le Congo, avec Glencore, mais actuellement, donc, il y a un certain équilibre qui se fait progressivement et chacun essaye d'avoir une part, je dirais, de la production mondiale de manière à stabiliser les futures batteries nécessaires à leur production de voitures. Bon, évidemment, au niveau batterie, c'est essentiellement la Chine qui produit actuellement avec CATL, LG Chem. On a quand même notamment la fabrication à Drexelmeier associé à BMW et Porsche, et puis Northvolt dans les pays scandinaves. Si on regarde les productions, notamment de lithium, donc uniquement de lithium, là cette fois, elles sont produites en Australie, au Chili. Donc ce qui amène, et ça dans le concept global, je dirais, de responsabilité vis-à-vis de la production de CO2, ce qui amène à beaucoup de transports, du transport vers les usines chinoises, puis les transports des batteries vers les usines européennes. Alors, je vais faire quelques rappels très succincts de géologie de ces matières. Le cobalt, on a globalement 3 types de minerais. Le Congo, donc principal producteur, produit un minerai qui est un minerai également de cuivre. Ce sont des roches sédimentaires qui ont eu une histoire complexe, diagenèse, enfouissement, métamorphisme, et puis des effets supergènes également, donc de la mise proche de la surface qui a amené à l'oxydation des porteurs. Et donc actuellement, l'hétérogénite est un oxyde qui est principalement, je dirais, proche de la surface, qui explique aussi la très nombreuse et très nombreuse exploitation artisanale où les oxydes de cobalt peuvent être récupérés proche de la surface. Deuxième type de minerais, ce sont les minerais, les by-products du nickel sulfuré, avec des gîtes d'intrusion ultra basiques. Troisième type, ce sont les asbolanes, des latérites sur roches ultra basiques. C'est typiquement ce qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie, à quelques dizaines, enfin 10 à 20 mètres de profondeur en général. On voit ici ces oxydes noirs, là, donc, qui sont des oxydes de manganèse, mais qui sont substitués cobalt et nickel. Le cobalt peut être un extraordinaire, je dirais, by-product de l'exploitation du nickel, si toutefois on mène ou on construit des opérations hydrométallurgiques. Sur la Nouvelle-Calédonie, par exemple, il n'y a que l'usine de Goro qui produit du cobalt actuellement. Et donc, je souhaitais mentionner des gisements de beaucoup moindre importance, mais qui sont importants parce qu'ils sont beaucoup plus proches de l'Europe, donc, ou en Europe. Donc, Talvivaara en Finlande, ça c'est assez extraordinaire, ce sont des shales noirs, donc des argiles riches en matière organique qui ont été métamorphisées, où les métaux s'expriment essentiellement sous la forme de substitution dans le réseau de la pyrite ou de la pyrrhotite, qu'on voit ici dans une coupe,
et c'est essentiellement du leach leaching avec récupération des jus après 1 an et demi, puis après 5 ans. Là, les bactéries font le travail, pratiquement pas d'ajout d'acide sulfurique. L'acidification se fait naturellement avec les bactéries. Et en plus, comme il fait froid l'hiver, ça arrive à maintenir le tas dans les conditions absolument optimales de biolixiviation autour de 30-35 degrés. Boisère, donc au Maroc, qui est le seul gîte exploité uniquement pour le cobalt, avec des sulfo-arsénides relativement riches. Si je ne peux pas passer un diapositive. Donc ça, c'est une répartition mondiale des gîtes de cobalt. On voit que, évidemment, la ressource, la première ressource, elle est au Congo. Et après, ça se partage sur un nombre assez considérable de pays. Le prix du cobalt sera une des clés de l'amplification de la prospection et de la construction d'usines hydrométallurgiques. Ce sera certainement ça qui peut changer la donne quant à la répartition globale. Alors, du point de vue des besoins, bon, il y a toujours cette difficulté à prévoir les besoins futurs. Ça dépendra évidemment du type de batterie et de l'évolution de la nature des batteries. On était dans un premier temps sur des batteries de type NMC, c'est-à-dire nickel, cobalt, manganèse 1,1,1. On doit aller en principe vers des proportions 8,1,1, ce qui amènerait à beaucoup moins de cobalt nécessaire. Suivant les différents scénarios, ce qu'on voit, c'est qu'en s'approchant des 2030, on devrait quand même avoir un hiatus entre les évolutions prédites de la production et les besoins. Et ça dépendra de beaucoup de facteurs. Alors, si je passe maintenant au lithium, le lithium, on a également 3 grands types de situations pour son exploitation. Tout d'abord, les minerais roches dures. C'est le cas des producteurs actuels, donc Greenbushes en Australie en particulier, avec 61 millions de tonnes à 2,8%. Donc c'est parmi les minerais les plus riches. Keliber en Finlande, c'est déjà un plus petit gisement, mais 4,5 millions de tonnes à 1,1% de lithium. Donc ce sont des granites ou des pegmatites, ou pegmatite à spodumène. C'est le spodumène qui est trié et traité. Les granites à mica, les micas actuellement ne font pas partie, je dirais, des minerais exploités. Ils le seront certainement. Les teneurs moyennes sont un peu inférieures et les process sont en cours de mise au point. Particulièrement intéressant, c'est ce qui se passe aux États-Unis, dans le Nevada, notamment donc, ces grandes masses de roches sédimentaires. Donc là, il y a 600 millions de tonnes, mais à 0,09%. L'avantage, c'est que c'est des minerais qui sont très faciles à broyer et bon, qui demandent beaucoup moins d'énergie que le broyage des granites. Enfin, la troisième grande catégorie, ce sont les minerais dits liquides, qui sont des saumures de salar, avec les lacs des altiplanos, et puis donc les saumures de bassins sédimentaires qui sont ou non affectés par des systèmes géothermaux. Alors, du point de vue de la ressource mondiale, bon, on a certainement plus de 2 siècles de lithium disponible. Et les préoccupations en matière d'approvisionnement ne sont pas liées véritablement à la disposition, l'accessibilité de la réserve, mais au risque de tout type, de notamment ESG, c'est pour ça que j'avais mis ça dans le titre, environnement, sociaux et gouvernance, qui sont liés à différents effets, des effets locaux, qui peuvent être les décisions des pays, les décisions gouvernementales avec des restrictions d'accès, des trusts commerciaux et les effets combinés aussi des choix d'investissement.
Bon, certains avaient prédit un certain écart entre la production et les besoins. Ils seront certainement temporaires et il est relativement difficile d'estimer quand et combien, je dirais, l'écart sera présent. Ça dépendra du recyclage. On a vu là, dans l'exposé précédent que le lithium fait bien partie des objectifs de recyclage, ce qui n'était pas le cas avant. Seul Umicore avait commencé à recycler le lithium, alors que, je dirais, il y a une quinzaine d'années, l'essentiel du lithium passait dans les cimenteries et était perdu. Probablement, il faudra diversifier les sources et les modes de production. Et il y aura un effet aussi important à évaluer, c'est le fait d'avoir affaire à d'autres types de batteries qui ne contiennent pas de lithium, donc c'est les NIPS, c'est les batteries sodium-ion. Alors évidemment, un certain nombre d'industriels ont considéré qu'il y avait une trop forte indécision sur la stabilité de cette technologie. Ça, c'est dû au fait que l'interface entre le solide et l'électrolyte présente des processus de dissolution et donc de moins grande stabilité, ce qui entraîne la dislocation, des fragmentations. Ça a été très bien présenté récemment par Xu. Mais si on change les modes de fabrication de ces oxydes, si la trempe rapide est beaucoup plus modérée, elle est moins rapide en tout cas après la synthèse, ces nouveaux modes de fabrication suggèrent que l'on puisse avoir des interfaces beaucoup plus stables. Il y a également de nouveaux électrolytes qui ont été utilisés. Il y a l'avènement possible de batteries sodium-ion rechargeables à l'état solide. Donc tout ça peut amener à déprimer assez considérablement le besoin en lithium. Alors du point de vue des ressources, par rapport à ce qui est généralement la distribution géologique, géochimique d'un élément dans la lithosphère supérieure, c'est-à-dire qu'en général, on a des minerais très riches mais qui sont en faible tonnage, et puis des roches qui ne peuvent pas être considérées comme des minerais parce que leur teneur est insuffisante et l'énergie nécessaire à la récupération est trop grande. En fait, on a une espèce de continuum en teneur pour le lithium entre les minerais classiques et je dirais jusqu'à l'extrême qui est l'eau de mer avec 0,28 milligrammes de lithium par litre. Mais on peut imaginer pratiquement traiter tous les types intermédiaires de concentration, notamment dans les minerais liquides. Alors les volumes et les masses possibles pour l'exploitation, entre les roches magmatiques, les dépôts sédimentaires et les saumures, on voit qu'on augmente considérablement les tonnages en allant vers ces matériaux donc sédimentaires, puis les saumures qui sont avec des teneurs moindres, donc entre 0,028% lithium ou 0,28% pour ce qui est des dépôts sédimentaires. Alors, les producteurs actuels sont principalement donc l'Australie et le Chili. Alors, l'Australie ne possède pas les ressources les plus importantes, 4,7 millions de tonnes, mais ce sont eux qui ont développé, je dirais, l'exploitation rationnelle la plus efficace actuellement. Et donc, livre donc des concentrés de spodumène pour après lixiviation acide et fabrication du carbonate ou de l'hydroxyde de lithium. Deuxième producteur, c'est le Chili, avec l'exploitation des saumures sur les altiplanos andins. Mais il y a un certain nombre d'alternatives, en tout cas en termes de ressources, notamment aux États-Unis, comme je l'ai montré donc sur le Nevada, par exemple avec les minerais sédimentaires, mais également toutes sortes de saumures qui peuvent être exploitées dans d'anciens
gîtes pétroliers, de réservoirs pétroliers ou de gaz, notamment dans l'Alberta. Et en Europe, donc des projets en roche dure et des projets qui sont plutôt sur saumure géothermale, comme dans le bassin du Rhône. Alors, les risques qui sont liés à la future exploitation de l'ensemble de ces ressources, ils sont de différents types. Donc, ESG, E pour environnement. Le premier challenge, il est environnemental, c'est limiter l'énergie et donc la production de CO2, qui est regardé maintenant en grand détail, évidemment, par les utilisateurs des matières synthétisées, issues de l'hydrométallurgie de ces matières. Il faut à peu près 9 tonnes de CO2 pour chaque tonne d'équivalent carbonate de lithium et 15 tonnes de CO2 par tonne de l'hydroxyde de lithium. Donc c'est le triple à peu près de ce qui est produit pour le traitement des saumures. Alors sachant qu'on va tripler en gros la production et donc jusqu'à 2030, évidemment tout le reste suit, dont la production de CO2. On voit ici dans ce graphe en bas à droite les différences de production de CO2 entre les saumures, donc Chili ou Argentine, et puis ce qui est produit à partir de spodumène, de minerais de spodumène par l'Australie ou le Portugal. Alors, le premier objectif, certainement, ou challenge environnemental, c'est d'essayer de réduire, je dirais, l'utilisation de l'énergie dans ces exploitations. On voit ici le très gros broyeur qui a été installé très récemment à l'usine de Kiwanana en Australie, qui doit pouvoir produire 48 000 tonnes, donc 500 tonnes par heure, 2,4 millions de tonnes annuelles de concentré, qui devrait permettre de produire 48 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an. Le gros problème sur le spodumène, c'est que pour faciliter la lixiviation, et on le voit ici, l'effet donc du grillage, on est obligé de transformer le spodumène alpha en spodumène bêta, ce qui augmente une augmentation de la surface et donc facilite la lixiviation acide à l'acide sulfurique. Donc le problème, c'est qu'il faut monter à plus de 1000 degrés, entre 950 et, enfin, le plus souvent à 1000, entre 1000 et 1100 degrés. Il faut 10 minutes pour transformer le concentré à 1100 degrés. Actuellement, il y a beaucoup de travaux sur la substitution du grillage par le traitement micro-ondes à plus basse température, qui nécessiterait uniquement d'atteindre 500 à 600 degrés. Deuxième choix et challenge concernant les minéraux, enfin les minerais en roche dure de lithium, c'est de pouvoir exploiter également les matériaux compagnons. Et ça fait partie des choix aussi de gouvernance qui sont extrêmement intéressants pour une adéquation avec, je dirais, la philosophie actuelle d'une exploitation minière responsable. Et dans le cas des granites et des pegmatites, évidemment, ce sont des roches magmatiques dans lesquelles les éléments ont été concentrés, certains éléments incompatibles, et qui se retrouvent en relativement grande quantité en compagnie du lithium. C'est le cas du niobium, du tantal, de l'étain et du tungstène qui sont sous la forme d'oxyde. Mais on peut avoir également du beryllium sous forme de phosphate, et puis le reste de la roche, puisque là on exploite du granit. Le granit, c'est quartz-feldspath, quartz de feldspath et puis des micas. Le feldspath peut servir en céramique, et le quartz pour les sables, tout comme ces granites qui sont souvent kaolinisés dans leur surface peuvent servir aussi à la céramique. Ça veut dire qu'on peut faire une exploitation totale sans aucune perte, ce qui est extrêmement satisfaisant dans le cadre d'une exploitation moderne. Alors, je passe maintenant aux minerais liquides concernant le lithium. Là, donc, on a des
la gamme de variations extrêmes entre l'eau de mer, donc 0,28 mg par litre, et puis les teneurs qui sont dans les salars, où on atteint plusieurs centaines de ppm, et des solutions intermédiaires ici, qui sont les solutions géothermales, comme celles qui pourraient être produites dans le Garonne du Rhin. Donc les challenges, dans la plupart des cas, c'est concentrer. Et plus on concentre, évidemment, plus on concentre les ions majeurs et les anions majeurs, notamment donc le chlore et les sulfates. Donc on arrive à toutes sortes de problèmes qui sont difficiles à résoudre. Donc la concentration, ça peut être par infiltration sélective, par procédé électromembranaire, par échange ionique. Il faut séparer notamment des ions de même comportement chimique, comme le lithium et le magnésium. Et puis, éventuellement, il faut essayer de co-valoriser pour ne pas se concentrer, comme dans le passé, sur un seul métal à la fois. Alors, ce qu'on reproche surtout à l'exploitation du lithium, c'est la quantité d'eau qui est utilisée. Ici, on voit que on a de l'ordre d'1 mètre cube nécessaire par kilo de lithium. C'est pratiquement les plus grosses consommations si on les compare avec d'autres éléments qui sont contenus dans les batteries, comme le nickel ou le cobalt, où on est quand même 10 fois inférieur. En toxicité également, donc là c'est des unités comparatives de toxicité, on voit que le lithium est également relativement bien placé. Donc ça fait partie des challenges, c'est-à-dire d'essayer d'utiliser moins d'eau, d'être moins toxique, et ça c'est la clé pour l'acceptabilité par les pays à tout niveau. Alors peut-être quelques rappels sur les gammes de concentration. En fait, le lithium se présente dans les eaux naturelles sur pratiquement 6 ordres de grandeur en concentration. Et seules les concentrations les plus élevées ici sont actuellement l'objet d'exploitation. Donc les points rouges, ce sont les salars. Ça, c'est un diagramme lithium-chlore. Donc TDS, globalement, c'est dominé par le chlore, en tout cas comme anion. Et donc ces eaux enrichies, le challenge est de savoir si on peut abaisser en dessous de 100 ppm relativement facilement ou non les teneurs limites d'exploitabilité avec je dirais un équilibre économique. Alors, je rappelle que cette exploitation est compliquée parce qu'il faut d'abord essayer de trier et d'éliminer le magnésium, qui a un comportement chimique très proche du lithium, puis progressivement éliminer le calcium, puis les monovalents, sodium-potassium. Il reste encore souvent un petit peu de magnésium en solution. Il faut aussi éliminer le bore, et pour arriver, in fine, à un carbonate ou un hydroxyde de lithium. Alors, il y a énormément de travaux en cours qui montrent qu'on a des procédés de plus en plus performants pour séparer le sodium du magnésium, ici avec la précipitation d'un silicate de calcium et de magnésium qui permet donc de déprimer le magnésium et d'avoir des ratios lithium sur magnésium en fin d'expérience relativement satisfaisants. Mais dans le cadre d'eau géothermale, comme celle du Graben du Rhin, il n'est pas possible de faire de l'évaporation. On n'est pas dans un pays de type Chili enfin, ou désert d'Atacama avec très très peu de pluviométrie. Donc il faut essayer de séparer le lithium directement. Et ça, c'est en général la plupart des travaux récents depuis quelques années pointe sur les chlorures doubles d'hydroxyde de lithium et d'aluminium, qui ont une très bonne sélectivité pour la séparation du lithium en solution, donc sans préconcentration. Il y a même des travaux très récents là, qui viennent tout juste de paraître en ajoutant du fer dans ce composé
Donc c'est un LIAL effet chlore LDH. Et donc ils obtiennent un facteur de séparation qui est encore bien meilleur, qui atteint 30 à 40 pour séparer lithium et magnésium. Donc c'est typiquement ce type de composés qui ont été utilisés notamment par Eramet dans le cas du projet EGLI, travaux qui sont publiés par Friès en novembre dernier au World Geothermal Congress, où il y a eu des tests absolument bien réussis sur, bon, certes des quantités limitées à quelques mètres cubes, où l'enrichissement en lithium est obtenu jusqu'à l'ordre de 5 fois. Et après, avec l'élimination calcium, magnésium et bore, avec des procédés plus classiques. Donc, on est capable probablement d'exploiter des eaux qui sont moins chargées directement par de l'absorption de lithium. Et donc, les auteurs proposent actuellement toute une batterie de composés, notamment les titanates, et puis les oxydes hydratés de manganèse avec une assez grande efficacité sur la séparation du lithium. Alors, ce qui amène pratiquement aux plus faibles concentrations, c'est-à-dire les concentrations de l'eau de mer, où dans l'eau de mer, en fait, on sait déjà que le rubidium est certainement séparé de manière économique et le lithium est pratiquement à la frontière entre ce qui est très challenging et ce qui est économiquement faisable. Donc ça, c'est des choses qui sont proposées et actuellement, il y a énormément d'activités, je dirais, sur cette approche. Donc, comment passer de 0,18 ou 0,20 mg par litre à un enrichissement en lithium. Donc là, il propose notamment, par exemple ici, une espèce de ferme marine avec des petites structures là, alimentées par panneaux solaires et des électrolytes solides de type conducteur. Là, ici, c'est un LI à LGE PO4 et l'utilisation d'électrolytes aprotiques au lieu de solutions aqueuses. Et ils arrivent à avoir un assez grand succès, en tout cas, dans la précipitation de lithium métal sur cette feuille de cuivre, ici en haut. Et enfin, je voulais simplement montrer, ça c'est pour montrer l'activité, je trouve, qui est vraiment tous azimuts actuellement dans le captage du lithium. Il y a de nouveaux matériaux aussi, nanocomposites, poreux, de type LIS, qui sont basés sur les oxydes de manganèse et puis des hydrogènes, pour lesquels la séparation du lithium semble tout à fait performante. Donc, des succès techniques, certainement, et donc les difficultés vont être surtout de perception de ce type d'exploitation, qui sont relativement variées. Les restrictions, donc du point de vue gouvernemental, gouvernance sur le lithium, on a vu que le Mexique gelait, enfin, en tout cas préservait ses salars, la Bolivie également. Donc, il peut y avoir des situations de monopole, en tout cas en termes de construction des batteries, mais aussi sur la production primaire, comme le cobalt. Donc, tout ça amène à des difficultés qui sont globalement de type ESG, c'est-à-dire implication environnementale, sociale et de gouvernance. Et donc, juste quelques mots sur ces aspects. Les exploitations en lithium récentes, enfin les potentielles, il y en avait une, c'est un des plus gros gisements en Europe, c'est celui de Jadar. Gros tonnage, très forte teneur, minerai sans équivalent au niveau mondial, des dépôts lacustres de jadarite, qui est en fait un borate de lithium. Mais alors, sous influence ou non, diverses, les raisons sont assez obscures, mais globalement, ce site où il y avait pratiquement un demi-milliard d'investissement potentiel par Rio Tinto,
l'accès actuellement au gîte est complètement gelé par le gouvernement serbe, et suite aux manifestations basées sur une mauvaise perception, en tout cas, de l'impact de la mine sur des zones potentiellement proches et protégées. On retrouve le même type de problème au Portugal. Il y a énormément de carrières de granit au Portugal. Une exploitation de lithium, c'est une exploitation de pegmatite, donc de granit. Et pourtant, c'est absolument incompris par une partie de la population au Portugal. Donc, probablement, les principaux risques quant à l'accès à la ressource primaire seront d'ordre, je dirais, local ou social. Et malgré les décisions, on a vu Ursula von der Leyen indiquer que effectivement le lithium et les terres rares seront plus importantes que le pétrole et le gaz, avec des soucis éventuellement de constituer des réserves stratégiques, ce qui est complètement nouveau parce que la notion de réserve stratégique avait été en grande partie abandonnée. C'est le même type d'attitude qui est côté États-Unis. Donc, tout ça montre l'intérêt global des pays, mais tout ça ne pourra passer que par la construction précautionneuse, je dirais, de l'implication de l'ensemble des couches de la société dans des consortiums qui montrent à quel point l'ensemble des éléments sont associés, c'est-à-dire que on a besoin d'énergie propre, donc si on a besoin d'énergie propre, à ce moment-là, on doit avoir une production la plus propre possible des matériaux primaires et de toute la chaîne jusqu'au recyclage. Ça nécessite d'intégrer les projets avec l'ensemble des acteurs de la société, les décideurs locaux, nationaux, les populations, les ONG, intégrer les projets miniers également dans les projets de lutte contre le changement climatique, ce qui permet de mieux faire comprendre la nécessité de l'ensemble de la chaîne. Et puis, il faut essayer d'expliquer le bénéfice global pour la société et les régulations et les vérifications techniques qui sont absolument nécessaires devraient passer par, je dirais, des décisions de type loi, parce qu'actuellement, on est plus dans l'intention et l'affichage, la libre entreprise, que la régulation effective par les pays. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas sur le lithium en particulier, il est certainement intéressant de travailler à la décarbonisation de la chaîne d'approvisionnement de manière globale, produire de l'énergie zéro carbone simultanément avec des composés lithiers. Ça, c'est des choses qui ont certainement un impact sur la prise de conscience de la chaîne de valeur globale par l'ensemble des acteurs. Il y a des projets combinés, géothermie lithium, qui sont particulièrement intéressants puisqu'on génère une énergie en même temps qu'on produit un produit qui sera utilisé pour l'énergie verte. Et puis, il y a des ressources non conventionnelles qui encore devraient occuper aussi bien les géologues que les hydrométallurgistes. Notamment actuellement le travail sur les matériaux sédimentaires qui sont relativement pauvres, peut occuper encore pas mal la R&D avant que ça passe à un stade industriel. Voilà, c'était un tableau très rapide de ce que je voulais dire sur ces matériaux, notamment le lithium. Très bien, merci Michel pour cette belle présentation, ce bilan sur toute la chaîne du lithium et notamment les risques ESG que je pense nous découvrons tous pour la plupart d'entre nous. La discussion est ouverte. J'ai déjà vu une question s'afficher. Donc, faisabilité de l'exploitation du lithium dans le massif central, en considérant notamment l'aspect acceptabilité. Oui, donc il y a plusieurs sites litinifères en France. Il y en a eu en Bretagne, qui ont été abandonnés justement pour ces problèmes d'acceptabilité. Actuellement, il y a une exploitation de kaolinite sur un site qui est le site de Beauvoir par la société Imerys, qui est parfaitement accepté depuis plus de 30 ans.
Et ce qui est envisagé par cette société, c'est d'exploiter globalement le granit, notamment les micas du granit, pour produire du lithium. Bon, il y a une belle réserve et il y a un très beau projet qui a été présenté officiellement il y a à peu près un mois, donc qui a occupé pas mal les médias. Pour l'instant, je pense que c'est un projet qui est très, très implanté localement, puisque c'est une industrie, je dirais, traditionnelle d'exploitation du kaolin. Finalement, exploiter les micas en plus du kaolin n'est pas, je dirais, quelque chose de très difficile à faire comprendre. Bon, on ne peut pas négliger les oppositions comme je les ai montrées, hein, parce qu'il y a toujours, pratiquement sur tout projet industriel actuellement en Europe, il y a toujours une partie qui s'oppose. Euh, mais je pense qu'à partir du moment où on arrive à faire comprendre aux différents acteurs politiques locaux et aux ONG, toutes les représentants des associations d'environnement, qu'un projet a un but essentiellement sur la production de lithium qui sera utilisé par l'industrie, notamment en France. Il y a plusieurs gigafactories qui vont s'implanter sur le nord de la France. Je pense que c'est des choses qui devraient être comprises par le grand public, mais effectivement, ça peut être pas mal de travail. Oui, à ce propos, le grand public souvent dit la minuit, hein, mais pas chez nous. Donc, oui, ça pas... c'était la vision, je dirais, un peu passéiste, c'est-à-dire que quand on parle de mine, les gens imaginent Germinal. Actuellement, là, ce que je disais, c'est qu'une mine de lithium ou une carrière de lithium, c'est simplement une carrière de granit. Des carrières de granit, il y en a plusieurs milliers en Europe et qui ne posent aucun problème aux populations locales. Donc, exploiter un granit, ça ne pose pas beaucoup de problèmes environnementaux. C'est pas comme un minerai sulfuré qui est susceptible de faire du drainage acide et de modifier considérablement avec la dissémination d'éléments particulièrement mobiles. Là, on exploite du feldspath et des micas. C'est quelque chose qui est relativement simple à concevoir. Alors, la question suivante, cette fois-ci sur les terres rares. Donc, vous avez mentionné, Michel, le contrôle de la chaîne de valeur des terres rares par la Chine. Séparation et purification. Où se trouvent les mines? Sont-elles également en Chine? Oui, oui, donc la Chine a exploité un des plus grosses carbonatites. Ce sont des magmas qui viennent du manteau terrestre. Donc, le nombre d'occurrences mondiales est évidemment limité. Il y a un très bel objet qui est exploité à Bayanobu. Et puis la deuxième source côté chinois, c'était des granites pour lesquels, là, par contre, les méthodes d'exploitation étaient très contestables. Actuellement, on a nos collègues dans le domaine sol et environnement du LSE ont établi un laboratoire commun avec les Chinois sur la rémédiation de ces sites, bon, qui avaient été exploités puisque ce sont des argiles de subsurface qui sont lixiviées au sulfate d'alumine, au sulfate d'ammonium, donc par échange ionique simple. En fait, il y a une pollution essentiellement au sulfate et, et à l'ammonium. Donc, ces zones ont été fermées par les Chinois. Par contre, on sait que pour ce qui est des terres rares lourdes, c'est-à-dire dysprosium en particulier, les Chinois importent une grande partie de sites et par contrebande de sites qui sont situés en Birmanie, c'est-à-dire très proche de l'autre côté de leurs frontières. Donc ça, ce sont les principaux gisements exploités par les Chinois. Après, donc, on a une autre carbonatite importante qui est exploitée à Mount Weld en Australie. Les Australiens faisaient traiter leur minerai ailleurs, je crois en Malaisie, parce qu'ils ne souhaitaient pas probablement avoir toute la chaîne de traitement, parce que ces minerais dans les carbonatites, ce sont des porteurs aussi des carbonates
de terres rares qui portent aussi un petit peu d'uranium et de thorium. Donc, ils ne souhaitaient pas avoir ça sur leur territoire, mais actuellement, ils sont en train de rapatrier une chaîne hydrométallurgique, en principe, qui a une usine de réouvrir proche de Montour en Australie. Puis enfin, dans les autres producteurs, on a un peu de production russe, les productions canadiennes sur des gisements beaucoup plus petits, et le gisement de Mountain Pass qui était le gisement historique de production de terres rares, notamment des terres rares légères, qui a fermé pour des raisons environnementales, rouvert dans les dernières décennies, puis refermé pour des raisons économiques, mais qui après, actuellement, est racheté par les Chinois, qui vont probablement traiter les minerais. Donc, c'est à peu près ça les principaux producteurs de terres rares. Alors, le problème de la chaîne de valeur, c'est que, effectivement, les Chinois ont développé le savoir-faire sur la séparation, qui est quand même assez difficile, hein, des terres rares les unes par rapport aux autres, pour pouvoir sélectionner néodyme et dysprosium, qui sont les deux terres rares utilisées dans les aimants permanents. Et par la suite, ils ont maîtrisé la totalité de la chaîne, c'est-à-dire la fabrication des aimants permanents. C'est-à-dire que l'essentiel, les 90% des aimants permanents actuellement, sont vendus par les Chinois. Les USA avaient la technologie et ils l'ont perdue. Enfin, l'ont vendue ou l'ont exportée vers la Chine. On a le temps pour une dernière question. Alors, je vais me permettre de la poser, cette dernière question. J'ai vu les développements de l'extraction de lithium d'eau géothermale. Alors, souvent, ces eaux géothermales sont beaucoup plus chaudes. Et là, j'ai vu une gamme de température de 20 à 80 degrés. Et les eaux sont sous pression aussi, en général, donc sous forte pression. Est-ce que si on monte en température, ça marche? Alors, on va récupérer de la chaleur, c'est certain. Mais est-ce que ça marche toujours, l'extraction du lithium, si... Je ne pense pas que les eaux soient traitées à très haute température. Bon, si on prend Soude-sous-Forêt, il me semble que la production d'eau, bon, il peut y avoir du refroidissement sur la remontée. Dans le réservoir, on est entre, je dirais, 100 et 180 degrés. En subsurface, on doit pouvoir descendre par des bassins à 80 degrés et travailler dans la gamme qu'ils ont travaillé de mémoire entre 50 et 80, effectivement. Donc, actuellement, on s'est exploité cette partie-là ou c'est en projet? Non, là, ce sont des projets. Actuellement, il n'y a pas de production, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de site avec une production industrielle. Par contre, les projets avancent rapidement. Oui, effectivement, on entend beaucoup parler des eaux géothermales du bassin rhénan, hein, qui contiennent pas Alors, mal par de... contre, on peut imaginer aussi traiter des eaux qui ne sont pas sur, sur l'axe du bassin rhénan. On a effectivement la remontée du manteau qui fait qu'on a une anomalie thermique globale qui réchauffe dans le graben du Rhin les eaux qui s'infiltrent, donc soit des eaux de recharge, qui sont des eaux dilutives, et puis la saumure qui est d'origine sédimentaire, évaporitique, qui est liée au Trias. Ce Trias, il est présent un peu partout, et on peut quand même imaginer aussi traiter des eaux qui ne sont pas portées aux températures que l'on connaît dans le gravel. Donc, quand on voit tous les essais qui sont faits actuellement jusqu'à l'eau de mer, on peut très bien imaginer aussi traiter des eaux de bassins sédimentaires. Et ça, c'est ce que les compagnies pétrolières actuellement travaillent. Et si on voit par exemple l'Alberta, en Alberta, dans des anciens sites de réservoirs à gaz, donc de type pétrolier, enfin à gaz, dans des roches sédimentaires métamorphisées dévoniennes, enfin légèrement métamorphisées, les Canadiens espèrent traiter des eaux qui ne sont pas très chaudes et qui contiennent du lithium et qui ont des origines très proches de ce qu'on connaît dans le graben du Rhin.
Donc, c'est un éventail considérable, je dirais, d'eau potentielle à traiter, soit de sites qui sont utilisés pour le stockage de CO2 ou en fin d'exploitation d'hydrocarbures ou de gaz, donc des sites qui sont déjà instrumentés, pour lesquels les infrastructures sont déjà disponibles, et pour lesquels les eaux sont plutôt un byproduct gênant actuellement, et à la limite les valoriser serait tout à fait intéressant. Et on a une confirmation de Jérôme Denis qui nous dit qu'effectivement, l'extraction de lithium en température 80-85 degrés fonctionne. Oui. On va s'arrêter là. Michel, merci beaucoup. Encore merci pour cette belle présentation.